Bonjour et bienvenue dans le podcast du Human Factor. Je m'appelle Alexis Eve et tous les mercredis, je vais à la rencontre des startups les plus véloces pour rentrer en détail dans les bonnes pratiques RH qui leur permettent de faire du facteur humain un levier de croissance plutôt qu'un risque. Phoenix est une start-up leader de la lutte anti-gaspillage en France avec 100 000 repas à sauver chaque jour. Le Human Factor, ce n'est pas qu'un buzzword, c'est aussi le nom de notre premier livre. Les clés de l'alignement entre associés, d'une organisation adaptée ou encore de la bonne relation à son travail. The Human Factor, c'est 100 pages de retour terrain des plus belles startups et de bonnes pratiques actionnables. Si vous voulez en savoir plus, allez tout simplement sur www.yaniro.co/book, B-O-O-K. On met le lien dans la description de l'épisode. Pour l'heure, je vous laisse avec l'invité d'aujourd'hui et vous souhaite une bonne écoute. Bonjour Pauline, comment vas-tu ? Très bien, et toi ? Eh bien écoute, très bien. Merci d'avoir accepté mon invitation pour cet épisode du podcast du Human Factor de Yaniro. On enregistre chez vous, dans vos locaux. Alors je tiens à le dire, dans un respect total des gestes barrières et de la distanciation. Avec les masques. On a enlevé le masque juste pour le micro et on a mis un petit peu de gel hydroalcoolique. Tu es la DRH de Phoenix. Tout à fait. Et donc je vais peut-être te laisser raconter ce que c'est Phoenix, parce que tu le feras certainement beaucoup mieux que moi. Phoenix est une start-up leader de la lutte anti-gaspillage en France avec 100 000 repas à sauver chaque jour. Et on met en relation avec nos 170 salariés coach anti-gaspi des solutions innovantes pour que les invendus ne deviennent pas des déchets. Donc on travaille avec les grandes surfaces, avec les associations et on a lancé dernièrement une application mobile pour les consommateurs. Alors pour se donner un petit peu une idée de taille d'entreprise, vous existez depuis 2014, vous êtes quoi, 150 si je dis pas de bêtises ? 170, c'est ça, 170, avec ouais. des antennes aussi en Espagne et au Portugal. Et vous êtes un acteur donc majeur du Tech for Good, de l'ESS. Tout à fait, Tech for Good, ouais. Exactement, c'est le terme approprié. C'est le terme, oui, plus que Okay. SS. Alors l'idée de cet épisode, comme tu le sais, c'est on prend un petit café ensemble ce matin et l'idée c'est de pouvoir partager ce qu'on va apprendre aujourd'hui à toutes celles et ceux qui nous écoutent, les DRH et éventuellement fondateurs, fondatrices. Donc ça va être de se pencher sur quelque part les pratiques, processus, méthodologies RH qui ont fait de Phoenix une boîte qui a su donc bien se développer, répondre aux différents enjeux que vous avez vécus. Donc peut-être l'idée, ça serait de se lancer sur les pierres angulaires, le socle de ce qui fait un peu les pratiques RH de Phoenix, tout en gardant en tête que toi, tu as rejoint l'aventure en cours de route. Tout à fait, moi je suis arrivée en février 2020, donc il y a quelques mois. Donc quand je suis arrivée, création de poste de DRH, une start-up du coup qui a grossi assez vite et qui avait beaucoup d'enjeux pour continuer sa croissance et l'accélérer cette année avec une nouvelle organisation. Et néanmoins, quand je suis arrivée, j'ai vraiment été épatée par tout ce qui avait déjà été mis en place par l'équipe RH présente et assez petite équipe RH. Donc, il y avait déjà un socle indispensable, je pense, pour l'évolution saine du startup. C'est les fondateurs et leurs valeurs et ce qu'ils ont insufflé comme confiance, comme humour et humilité dans la boîte et comme valeur au sein des salariés. Elles avaient été écrites dans une longue liste, mais c'était vraiment quelque chose de très partagé dans les recrutements des personnes qui rejoignaient Phoenix pour le sens de l'activité et qui permettait à ce que chacun soit engagé et croit en son activité et en son métier. Donc ça, c'était quelque chose de très sain qui avait été dès le départ, grâce à des bons recrutements aussi et des fondateurs qui étaient clairs sur le chemin à suivre. Il y avait donc aussi des relations sur la partie RH très solide avec le CSE, la paye était irréprochable, donc ça permet aussi aux salariés de venir et de pas se poser, d'être en toute tranquillité et en confiance avec l'employeur et un super parcours d'intégration qui permettait à ce que chacun rejoigne la société, sache exactement les métiers et qui fait quoi et puisse ensuite en toute autonomie développer son activité, son antenne et son métier avec ses clients.
Donc ça, c'était un socle très solide quand je suis arrivée. Et ensuite, il y avait beaucoup de sujets à développer. Et sur ces sujets vraiment très valeur, mission, vision, le sens, donc toi, tu es arrivé, donc tu as fait l'expérience de l'onboarding, d'être recruté sur ces bases-là. Comment est-ce que on t'a présenté les choses et comment on t'a présenté l'utilisation de cet outil? Est-ce qu'on t'a dit, voilà, les valeurs, nous, dans le parcours de recrutement, on les utilise à tel ou tel endroit, ça doit s'utiliser aussi pour les entretiens annuels. Enfin, comment est-ce qu'on t'a quelque part onboardé à l'utilisation de cette valeur, de ces valeurs, une vision mission comme un outil RH? En fait, elles étaient vraiment vécues au quotidien, mais pas forcément formalisées, les valeurs. Donc, on y a travaillé là ces derniers mois et on a redéfini du coup pour pouvoir les communiquer et s'appuyer dessus en étant tous d'accord sur les termes et leur définition. Donc, en s'appuyant sur l'historique de Phoenix et les valeurs insufflées par les fondateurs depuis la création, on a redéfini 3 valeurs sur lesquelles maintenant on pourra s'appuyer pour le processus de recrutement, les entretiens annuels et faire des feedbacks qui sont l'audace, la transparence et la confiance. Et on s'appuie sur un socle d'humour et d'humilité qui font vivre ça au quotidien. Et du coup, ça, c'est vraiment sur maintenant ces 3 valeurs qu'on va pouvoir onboarder et faire évoluer les personnes parce qu'on les a définies sur quelque chose qui est finalement évident pour tout le monde, qu'on n'avait juste pas officialisé avec ces termes. D'accord, donc c'était pas formalisé en fait avant? Non, pas quand je suis arrivée. Du coup, on était plutôt tous on sait la manière dont on bosse, mais on les avait pas écrites. Dessus, ouais. Donc on a réfléchi et on a formalisé ça, la vision, la mission. Et du coup, maintenant, c'est assez clair. Et ça a été un exercice qui était plutôt sur OK, comment est-ce qu'on fonctionne, qu'est-ce qu'ont insufflé les fondateurs, là où tout le monde se retrouve. Il y avait un document qui avait été écrit il y a plusieurs années avec beaucoup, beaucoup de termes dont on a tiré l'essence. Et du coup, c'est aujourd'hui évident de l'audace parce qu'on s'est attaqué à un gros sujet de gaspillage alimentaire et qu'on y croit et qu'on veut essayer d'avoir un vrai impact. La transparence dans les communications qui sont faites et la transparence avec la bienveillance. Et surtout, quelque chose d'évident, c'est la confiance. C'est la confiance vis-à-vis des collaborateurs. C'est suite au télétravail mis en place pendant le confinement, on va peut-être y revenir. On a maintenant une politique de 3 jours par semaine de télétravail parce qu'on fait confiance, parce qu'on n'est pas du tout dans le contrôle. On a fait des enquêtes aussi à ce sujet-là et on a posé la question, est-ce que ton manager t'a fait confiance pendant le confinement? Et on était à 9,3 sur 10. Donc c'est vraiment une évidence, cette confiance et l'autonomie qui est laissée à toutes les personnes qui nous rejoignent, qui peuvent ensuite être proactives et développer leur job et sortir un peu de juste la fiche de poste parce qu'on leur fait confiance et qu'elles peuvent aller plus loin. Et donc en termes de processus pour formaliser ces valeurs, ce que je comprends bien, c'est que vous êtes reparti un peu de ce qui devait être, j'imagine, une forme de manifeste qui a été écrit par les fondateurs, un peu ce qui était dans l'air ambiant pour formaliser peut-être une première boîte à casser que vous avez remis entre les mains de tous les collaborateurs et collaboratrices. C'est pas exactement comme ça? On avait ce manifeste et on a eu cette réflexion RH fondateur, on en a tiré l'essence et là c'est une telle évidence et on en a un peu parlé autour de nous que c'est les valeurs ensuite qu'on va pouvoir officier. D'accord, ce qui est quand même beaucoup plus simple après pour l'utiliser dans chaque étape. Et alors, si on reste dans les fondamentaux, les socles, on en parle un petit peu avant de commencer l'interview, tu me disais qu'au-delà de ces aspects, voilà, de ce socle de vision, de valeur, de mission, il y a une vraie... alors ça doit aller dans les valeurs, mais comment dire, une vraie attention qui est mise au bien-être au travail des collaborateurs, à la satisfaction de toutes les personnes qui travaillent chez Phoenix, de la diversité. Enfin, il y a vraiment cet ADN qui est très présent chez vous. Comment ça se manifeste? Oui, c'est dans le socle, tu as raison. Aussi, quand je suis arrivée, vraiment le Parental Act qui avait été signé, donc un congé pour le second parent plus que le congé légal, donc pour arriver à 1 mois payé, qui est c'était l'évidence pour le fondateur, les salariés, les RH de octroyer plus que le légal qui n'est pas suffisant quand un enfant arrive. Il y a une forte politique aussi d'intégration de salariés handicapés avec des actions de participation à des forums qui avaient été déjà faites et prises. Un partenariat avec une start-up qui se lançait sur des vidéos un peu décalées pour présenter
des critères de discrimination et des biais qu'on peut avoir et pour les démonter avec humour sur le genre, les discriminations hommes-femmes ou handicap ou orientation sexuelle. Donc tout ça, c'était des actions qui étaient déjà prises parce que c'est une évidence dans une boîte comme Phoenix et avec les salariés qui nous rejoignent, qui ont des valeurs très fortes et qui sont très engagés aussi socialement ou écologiquement. Qu'on ne va pas recruter sur les diplômes, qu'on ne va pas faire de discrimination sur l'âge ou sur le milieu social. Donc on essaye vraiment d'avoir des salariés qui représentent toutes les diversités et c'est une évidence que ce soit un milieu inclusif et dans lequel chacun puisse s'épanouir avec son point de vue et ses croyances. Donc ça, c'était quelque chose déjà de très fort qu'on continue du coup avec évidence. Il n'y a pas de sujet. Là, on a mis en place aussi un congé pour les salariés aidants. Donc, il y a une définition du salarié aidant quand tu aides tes parents ou tes enfants. Et ça, tu peux poser tes congés pour aider ton proche aidant. Et Phoenix, du coup, donne 3 jours en plus. Et on a mis ça en place il y a quelques mois. Et c'était pareil, une évidence de Phoenix de bien entendu, on va faire ça parce que la loi ne le fait pas aujourd'hui. Et en plus, on a mis en place le don de congés des salariés s'ils ont des RTT qui n'utilisent pas, qu'ils puissent les donner à des salariés aidants. Donc il y a beaucoup d'initiatives de ce type-là sur aussi recruter bien sûr des femmes dans la tech, qui est un sujet aujourd'hui partout, mais la base, c'est vraiment dans l'ADN de recruter dans la diversité, que chacun se sente bien et qu'on n'est pas des clones. Et alors sur ce sujet, moi, il y a quelque chose qui est une très grande curiosité pour moi sur le sujet de la diversité. C'est opérationnellement, comment vous organisez cela ? Parce que je vais mettre les pieds dans le plat, comme ça, tu n'auras pas à le faire. C'est toujours très compliqué dans une société qui est en transition, où vous êtes acteur justement de ce genre de pratique qui est très importante, de choisir entre quelque chose qui est quelque part au niveau de la scorecard, j'allais dire, ou de la job desk, en disant bah non, le diplôme, on n'en a rien à faire parce que c'est pas très important, on recrute sur les compétences, et ce qu'on pourrait appeler la théorie des quotas, et de dire on va même essayer d'avoir un biais positif vers plus de diversité parce qu'on y croit, ce qui pose des questions. Et il n'y a pas de bonne réponse, soyons très clairs. Je ne suis pas en train d'essayer de dire il y a une bonne ou une mauvaise manière de faire. Je pense que c'est quelque chose qui est compliqué, mais sur lequel vous avez dû vous positionner. Vous, de manière très concrète, comment est-ce que vous faites pour favoriser cette diversité au-delà de ce que tu présentais, à savoir former, sensibiliser les collaborateurs, collaboratrices qui sont déjà là à ces enjeux-là? Je pense que là où on a vraiment ce sujet de quota, entre guillemets, c'est les femmes dans la tech ou les personnes en situation de handicap. Et il y a l'interdiction dans la loi de discrimination positive. Ok. En revanche, là où on peut pas dire on peut pas faire de discrimination positive, donc on peut rien faire et on attend, et la situation est celle-ci en France et du coup c'est pas de notre faute et on va faire avec les CV qu'on reçoit, c'est de prendre une position un peu plus forte en disant on part d'un tel déséquilibre qu'on peut pas se satisfaire de dire je reçois des CV aujourd'hui qui correspondent aux personnes que j'ai déjà dans les équipes et c'est celles que je vais continuer à recruter. Donc sans dire on fait de la discrimination positive, on peut dire là aujourd'hui, pour renverser ce déséquilibre, je suis obligée d'aller plus loin et je suis obligée de dire là dans cette équipe de dev aujourd'hui de 10 personnes où on n'a que des hommes, il faut absolument qu'on prenne des actions positives et plus fortes que ça et on prend des actions plus fortes. Donc c'est pas de la discrimination positive sur on veut tel profil exactement dans l'annonce, mais on va quand même avoir des incitations et tout le monde est aligné et on ne peut pas être fataliste et attendre que les choses changent. Donc on va un peu plus loin. Non, c'est intéressant parce que c'est des questions qui font débat, parce qu'on peut tous intellectuellement se poser la question de est-ce que les quotas c'est bien ou c'est pas bien, mais pour justement passer pas mal de temps dans la tech et typiquement sur des métiers de dev, c'est malheureusement une évidence que si tu es dans une équipe où il y a 8 personnes, c'est très difficile pour une femme au démarrage de s'épanouir, donc il faut renverser la vapeur le plus vite possible, voire même éviter qu'il y ait un déséquilibre au démarrage quand on a le luxe de faire ça. Mais effectivement, je te rejoins, on n'a pas trop d'autres outils que d'aller être en recherche particulièrement de certains profils quand on veut créer de la diversité. Et c'est très complexe aussi, donc en effet, c'est pas parce que tu vas avoir une femme dans une équipe de dev que ça y est, on peut se reposer sur que les choses sont réussies. Donc il faut en effet continuer, aller vers plus de parité pour qu'il y ait un vrai impact. Je crois que c'est à partir de 30%, qu'il faut qu'une minorité soit représentée, qu'elle se sente plus écoutée et plus
peut-être à l'aise aussi. Donc il y a aussi un système de parrainage, d'intégration, de suivi d'intégration, de cooptation. Et une fois que les salariés soient dans l'équipe, qu'elles se sentent vraiment accueillies et du coup inclus. C'est aussi former les collaborateurs et les collègues autour. Donc pour une personne en situation de handicap, ça peut aussi vouloir dire former l'équipe à ce que c'est que le handicap pour qu'il n'y ait pas ensuite de biais ou de surgentillesse. Donc ça, c'est pas juste au recrutement, c'est ensuite à l'intégration, au suivi de carrière, suivre tous les indicateurs pour être sûr qu'on va dans la bonne direction. Et quels indicateurs vous suivez là-dessus ? Du coup, on va aussi sur la politique de rémunération, on a clarifié pas mal de règles et on va regarder en fin d'année sur les augmentations. C'est dans l'index égalité pro aussi, mais c'est des indicateurs indispensables de à quel pourcentage en moyenne t'augmentes les femmes, à quel pourcentage en moyenne t'augmentes les hommes et les femmes qui reviennent de congé mat. Donc ça peut être un indicateur qu'on va regarder. D'accord, donc ça va être à la fois des indicateurs je dirais, de répartition au sein de l'entreprise femmes-hommes, mais aussi d'évolution de carrière, de rémunération. On va regarder bien sûr les promotions. Ouais. Donc on va creuser tout ça. On n'a pas énormément de données sur les années précédentes parce que c'est une boîte aussi qui a grandi très vite. Donc il y a 2 ans, il y avait 50 personnes. Donc c'est aussi quelque chose qu'on est en train de construire. Mais oui, il faut bien sûr des indicateurs de suivi sur tous les process de recrutement, d'intégration, de formation, de rémunération. Alors justement, on va en parler de la croissance à fond les ballons parce que c'est de ça dont on va parler. L'idée, c'est de se pencher sur, depuis que tu es arrivé, donc depuis les derniers mois, c'est quoi les chantiers sur lesquels tu t'es particulièrement penché d'un point de vue RH et qui ont eu le plus d'impact ? Donc je suis arrivée en février, le 10 février. Donc je m'étais donné un mois pour un peu faire un état des lieux et voir ce qui fonctionnait déjà très bien ou ce qu'on pouvait améliorer ou mettre en place. Je suis arrivée aussi pendant une réorganisation qui a été lancée en février, où on passait en gros de 20 antennes avec une croissance qui s'était faite géographiquement de manière au fil du temps. Et là, il a fallu sur quel périmètre, rationaliser. France, Europe, France 20 antennes. Ouais. Et du coup, un management qui n'était pas vraiment centralisé avec beaucoup de reporting complexe. Donc, il y avait eu une décision avant mon arrivée de changer cette organisation, de demander aussi une spécialisation sur les métiers. Donc, je suis arrivée et tout de suite, en fait, j'ai aussi beaucoup travaillé à ce sujet. Et ensuite, le 13 mars, il y a eu la crise du coronavirus et le confinement. Donc, finalement, tous les sujets, je me disais, je vais prendre un peu de temps. Et puis, j'avais commencé à me faire une liste des prios. Tout ça a été tout à coup écarté et remis à juin-juillet. Je commence à m'y remettre. Mais sinon, du coup, ce qu'on a mis en place à mon arrivée, qui a eu beaucoup d'impact, ça a été la gestion de la crise. Et c'était très dense et en même temps très formateur. Donc, il y a eu la complexité légale et de paye. Et ensuite, il y a eu un fort sujet de faire attention à chacun des collaborateurs qui se sentent bien accompagnés et bien suivis et soutenus dans cette période compliquée. Donc, on a mis en place des enquêtes d'engagement pour savoir quels étaient les difficultés rencontrées. Par exemple, la déconnexion. On a vraiment eu un sujet là-dessus. Donc, on a tout de suite rappelé les règles de aucun message sur aucun moyen de communication avant 9h du matin ou après 18h30. On a aussi organisé des moments informels de convivialité pour garder des liens. On a organisé des calls, bien sûr, d'information avec les cofondateurs très réguliers. Donc, il y avait une partie à la fois légale assez complexe et qui changeait souvent, et une partie comment est-ce qu'on met en place la réorganisation qui devait être lancée au 1er avril, et une partie surtout de suivi des collaborateurs et comment est-ce qu'on garde cette énergie et comment est-ce qu'on se relance ensuite au déconfinement. Donc ça a été un gros sujet et depuis, on est passé à autre chose aussi et on a continué le sujet vision-mission, on en avait parlé, bien-être au travail, diversité, c'est en transverse et on continue à faire toutes les initiatives. Et ensuite, on a pris un petit peu le temps pour aussi former les managers à différents sujets. Et alors, effectivement, la formation des managers, c'est très important, notamment dans le cadre de l'organisation que vous étiez en train de créer pour s'assurer qu'il y ait un peu de fluidité dans le partage de ce qui se fait en centrale, en tout cas, je peux imaginer.
Si on revient sur cette partie nouvelle organisation qui est plus rationalisée et qui fait un peu, entre guillemets, écho à l'expansion très forte qu'a eu Phoenix, je pense que ça peut faire écho à beaucoup de personnes qui nous écoutent, beaucoup de DRH qui se posent la question, ou de fondateurs qui se posent la question de comment re-ranger, je dirais, alors je fais des guillemets avec les mains, vous ne les voyez pas, c'est pas très radiogénique, mais peu importe, ranger une organisation du travail qui est plus logique. Ça, de manière très concrète, alors sachant que vous avez dû la faire avec le coronavirus et que vous êtes encore dedans, de manière très concrète, comment vous vous y prenez pour passer de 20 antennes à peut-être 5 zones qui sont organisées différemment, et qu'est-ce que peut-être vous avez l'impression d'avoir bien réussi à ce stade, qu'est-ce qui s'est peut-être moins bien passé, sur lequel vous avez des learnings à partager, qu'est-ce que tu peux nous raconter opérationnellement de la manière dont on fait ça? C'est un vrai sujet de gestion acceptation du changement et d'accompagnement d'une nouvelle organisation. Du coup, donc c'était avant mon arrivée, donc j'ai pas tous les éléments et j'ai pas participé à la création de toutes ces fiches de poste, mais il y avait vraiment un constat de c'était une organisation qui fonctionnait depuis le début et pendant quelques années. Et quand on arrive à 20 antennes et que le reporting de 20 antennes devient vraiment complexe. Tout le monde reportait à la même personne? Oui, ils étaient deux, mais oui, c'était quand même chacun beaucoup, très autonome sur son antenne, sur le management des équipes sur le terrain, sur la prospection commerciale. Donc il fallait des outils davantage partagés sur le reporting et sur la prospection commerciale aussi, des pratiques plus homogènes. Et du coup, pas 20 interlocuteurs. Donc c'était vraiment une logique de comment est-ce qu'on peut continuer à grandir, et on peut plus continuer à grandir en mettant des petites antennes partout. Donc on va faire 5 grandes régions avec à l'intérieur différentes antennes. Et donc avec des personnes qui passaient managers sur ces régions et des personnes qui passaient commerciaux sur ces régions-là. Donc avec des nouvelles fiches de poste, et on a demandé aux collaborateurs de se positionner. Donc là, je suis arrivée en février, on a fait des entretiens. Donc on avait partagé les fiches de poste. Donc juste pour bien comprendre, ce que ça veut dire, c'est que sur les 20 personnes qui géraient leurs antennes, l'idée c'était de faire monter certains en tant que manager sur positionnement, enfin qui se positionne pour être manager d'une région ou d'une autre. Tout à fait, ouais. Ok. Ou sur la partie commerciale, parce que c'est le temps. Et voilà, et les deux, maintenant, ils devaient se positionner. Donc, on a partagé les fiches de poste et on a eu les salariés qui se sont positionnés pour faire des entretiens. On avait fait des grilles, nous, pour faire des entretiens structurés et pour évaluer chacune des personnes vraiment sur les compétences. Et c'était intéressant parce que je venais d'arriver et j'avais pas du tout de passif. Et je faisais les entretiens avec leur manager. Donc, sans qu'ils m'aient briefé du tout en amont. Donc, on essayait d'avoir le maximum d'être très factuel et de comparer vraiment par rapport à notre grille et par rapport aux compétences qu'on recherchait. Et ensuite, du coup, on a confirmé quelle personne prenait quel job. Et ça a été... ça a provoqué bien sûr des frustrations pour certaines personnes et des incompréhensions. Et ce que je retiens, c'est vraiment de prendre le temps peut-être davantage de co-construire, de préparer, d'accompagner, de faire des communications très régulières. Avec cette particularité, bien sûr, on a 20 antennes qui sont partout en France. Donc on a la moitié des collaborateurs à Paris, la moitié en région. Donc comment est-ce qu'on crée cette dynamique avec des gens qui sont en région aussi? Donc on a ensuite communiqué ces nouvelles organisations et ensuite on l'a vraiment mise en place avec des avenants et des accompagnements et le nouveau mode de fonctionnement en avril pendant le confinement. Et maintenant, suite au déconfinement et que cette organisation est en place depuis quelques mois, voilà, ça a été le temps aussi peut-être de l'acceptation, de se régler et que ça fonctionne de nouveau. On a aussi revu la politique de variables pour qu'elle soit adaptée en fonction des postes, pour que la rémunération soit aussi incentivée par rapport aux nouveaux objectifs. Et ça, bien sûr, on est aussi une organisation agile et start-up, et donc tout ça, on fait du test and learn, et il y a des choses qui seront améliorées, bien sûr, dans quelques mois. Et ça, alors tu peux me dire si c'est beaucoup trop tôt pour avoir une visibilité sur l'impact, mais de passer justement d'une expansion où il y avait chaque nouvelle antenne serait une nouvelle petite entité avec tout ce que ça implique comme complexité organisationnelle, et là d'avoir rationalisé sous région, est-ce que vous voyez déjà un impact sur la trajectoire de Phoenix, la fluidité dans l'orga, ou c'est trop tôt?
La fluidité dans l'orga, oui. La trajectoire de Phoenix, c'est le but, mais c'est trop tôt pour que je te le dise, j'espère. Ouais. Donc, on avait aussi mis en face des gros objectifs de croissance. Le but, vraiment, c'est la lutte contre le gaspillage alimentaire. Donc, on revient à ça. Mais le but, c'est d'avoir le plus d'impact, d'être une société à impact, qui a un vrai sens au quotidien pour nos salariés et d'aller toucher, du coup, le plus de magasins pour les emmener vers du don et le plus d'associations. D'aller vers le zéro gâchis alimentaire. Donc, pour nous, c'est aussi comment nos collaborateurs et sur l'app et sur le terrain et ceux qui travaillent avec la proxy, donc on a plein d'équipes, puissent être plus efficaces pour avoir un plus gros impact. Donc, faire aussi plus de suivi à distance, onboarder plus de magasins sur l'application et comme ça, faire la croissance de Phoenix. Donc, on avait un objectif assez ambitieux pour 2020 qui a été complètement ralenti. Donc ça nous empêche aussi peut-être, ça retarde un peu de voir les effets de cette réorganisation. Et alors ça nous permet de faire la transition sur l'aspect faire monter en compétences, en qualité les managers. Qu'est-ce que tu peux me dire un peu sur ce chantier déjà quelle est sa genèse? À quel moment tu ou vous êtes dit bon là on va essayer de s'intéresser à ça maintenant? C'était un peu sur les sujets, tiens, on va mettre à plat la politique de recrutement, tiens, on va lancer les entretiens de mi-année, tiens, on aimerait qu'il y ait davantage de feedback. Et à ce moment-là, nos relais, c'est les managers. Donc, bien entendu, on va former les managers et on va en discuter avec eux. Donc, sur le recrutement, sur la politique de non-discrimination, sur les entretiens structurés, c'est un peu plus au fil de l'eau. Quand on a un recrutement, on briefe le manager en amont. Mais sinon, au lancement des entretiens de mi-année, c'est les rebriefer, donc faire une formation que manager, puis à tous les salariés aussi, leur expliquer le but et comment ça va se fonctionner. Mais sinon, c'est vraiment les managers, être leur contact privilégié et qui nous appellent à chaque sujet, à chaque interrogation pour mieux accompagner leurs salariés. Donc, on a des formations assez théoriques et après, c'est au fil de l'eau tous les jours échanger avec eux pour être sûr qu'ils soient bien outillés et qu'ils puissent motiver au quotidien leurs collaborateurs. Donc c'est quoi toute la boîte à outils que vous avez, si on les reprend un par un, que vous avez pour vous assurer que vos managers grandissent? Moi ce que je comprends c'est qu'il y a une formation donc, que vous avez fait en interne, en externe, il y a une équipe qui s'occupe de l'accompagnement. Est-ce que tu peux me redire un petit peu toutes les briques Oui, il y a une formation qui a été faite l'année dernière, il y en a une autre qui va être faite cette année, donc par un formateur dédié. Et nous en interne c'est plus des présentations selon les sujets, là qu'on va donc rassembler dans une boîte à outils justement dans un guide pour tous les managers avec chacun des sujets de les valeurs, comment est-ce qu'on les vit, le recrutement, les indispensables, ce qu'on doit checker, un entretien structuré jusqu'à l'intégration, le process d'intégration, les points qu'on fait durant la période d'essai. Il y a leur donner des conseils aussi fréquemment sur aussi les arrêts longue durée, donc les retours de congé maternité ou les arrêts maladie longue durée, donc faire un point le premier matin, le premier jour et bien accueillir le collaborateur. Donc ça, c'est des petits tips qu'on redonne au fur et à mesure jusqu'à bien sûr les entretiens annuels, savoir faire un feedback et faire des objectifs, les augmentations, etc. Donc on va essayer de tout rassembler et pour l'instant, c'était un peu en fonction des sujets. D'accord, donc alors, tel que je me le modélise, tu me dis si je comprends bien, il y a vraiment une partie de la formation qui est des fondamentaux du management en start-up. Vous avez mis ça entre les mains de gens dont c'est le métier. Et vous, votre job après en interne avec ton équipe, c'est de refaire une surcouche qui correspond à l'intégration de ces pratiques managériales dans l'organisation de Phoenix au quotidien. Donc pour certains sujets, les valeurs, arriver à aider quelqu'un qui revient c'est vraiment rappeler. Ça peut être évident et pas pour tout le monde et c'est pour ça que les RH sont là pour vraiment faire le pivot entre les salariés, la direction, les managers, mais c'est redire voilà, les bonnes pratiques et ce qu'on fait et qui on est et comment est-ce qu'on veut fonctionner au quotidien. Et du coup la bienveillance c'est dans les gènes aussi, donc bien entendu quelqu'un qui revient après un arrêt de longue durée, tu prends un café avec elle le premier matin et tu lui dis à quel point Phoenix est content de son retour. Et, welcome on board. Ouais. Welcome et pour certains managers, ça va être évident, c'est pas la peine de leur dire. Pour d'autres, ils sont dans le jus et c'est quelqu'un qui est sur un autre site et ils vont pas forcément le faire le jour même. Donc, c'est redonner ces tips-là, c'est expliquer c'est comment est-ce qu'on fait un feedback, comment est-ce qu'on s'adapte à chacun des collaborateurs qui va pas s'exprimer et pas communiquer de la même façon, qui va pas oser aborder les mêmes sujets. Donc, c'est aussi leur dire
il faut aussi parler de l'ambiance dans l'équipe, du sentiment de progresser, des formations qu'ils veulent faire ou de leur satisfaction sur leur rémunération. C'est pas des sujets tabous, voilà comment est-ce qu'on les aborde et comment est-ce qu'on les aide ensuite à avoir ces discussions. Et vous faites une distinction entre manager et, je sais pas comment on appelle, top manager, directeur, C-level, ou toute personne qui pilote des équipes est manager et donc est dans ce circuit? Oui, non, on ne fait pas de distinction encore. On n'est peut-être pas assez nombreux et on pense que tout le monde peut progresser au quotidien pour être un bon manager, donc tout le monde est concerné. Donc par exemple, est-ce que les founders et toi, vous êtes là-dedans ou pas? Oui. Ah, ça c'est bien, c'est une très bonne chose. Ouais. Ok, bah écoute, c'est très intéressant. Je te propose qu'on passe tranquillement à la fin de l'interview. Oui. On arrive un peu au bout du café, comme on dit. Déjà, quelqu'un qui écouterait cet échange et qui aurait envie de te poser des questions en direct, c'est quoi la meilleure manière de te contacter? C'est mon mail, je pense, mon mail pro, où je suis tous les jours. Hein, donc, c'est pauline.b@wearephoenix.com. Ouais, on le mettra dans la description Super. de l'épisode. Quel livre, podcast ou blog recommanderais-tu aux auditeurs et auditrices? J'ai collaboré avec un formateur coach. Je te fais peut-être de la concurrence. Oh, c'est pas très grave. Il y a, c'est des sujets, ça vaut le coup qu'on en parle. Donc on le salue. Qui s'appelle Stéphane Michel, qui a accompagné Le Bon Coin pendant de nombreuses années et qui accompagne aujourd'hui beaucoup de startups. Donc Stéphane Michel, qui a un site qui s'appelle Solar Management et une entreprise et qui fait des formations manager et qui nous a aidé aussi sur les valeurs de Phoenix. Et du coup, il a un blog sur lequel il rédige beaucoup d'articles sur le management que je recommande chaudement. Ok, bah on mettra les liens. Et enfin, comme tu le sais, l'idée c'est de pouvoir rencontrer beaucoup de DRH très inspirants. Qui est-ce que tu nommes, je dirais, pour le prochain épisode du podcast et quelle est la question que tu as envie que je pose à cette personne? Alors, c'est Julia Lefebvre qui était ma manager chez Accenture et qui est aujourd'hui une super amie et qui est DRH en freelance. Donc, qui accompagne différentes sociétés, qui a monté sa boîte qui s'appelle People & Co. Je ne l'ai pas prévenue, donc ça va lui faire la surprise, elle va être ravie. Et j'aimerais, on ne parle pas très souvent aujourd'hui de nos sujets pro, mais j'aimerais qu'elle nous raconte aussi ses plus grandes fiertés parce qu'on n'en parle pas souvent de nos réussites et on est sans doute assez humble, mais qu'elle nous raconte vraiment ce qu'elle a réussi. Et aussi, j'aimerais savoir, comme j'aime savoir pour tout le monde, des échecs et comment est-ce qu'on rebondit et le droit à l'erreur et comment est-ce qu'on apprend de tout ça. Donc ça m'intéresse toujours. Bah écoute, merci beaucoup Pauline pour ton temps. Je te dis à très vite et puis à bientôt. Avec grand plaisir, merci à toi. Au revoir. Salut. Merci d'avoir écouté cet épisode. S'il vous a plu et que vous ne voulez rater aucun nouvel épisode, abonnez-vous à la newsletter en allant sur le site www.yaniro.co. Et à mercredi prochain pour le prochain épisode.